3 institutions se sont exprimées et les organisateurs du congrès ont décidé de donner le dernier mot de cette première magnifique journée à M. Jean-Jacques Moukoula, expert comptable, membre de l'ONEC, à qui la tâche a été confiée de procéder à une analyse critique de la configuration institutionnelle de cette lutte. Donc nous entendrons des propos qui ne seront pas des propos pro-domo, mais des propos critiques. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Chairman. Je vais essayer de rester dans les 10 minutes qui me sont octroyées. Je dois avouer ma difficulté à intervenir après que les principaux concernés soient passés pour décrire la stratégie et leur expérience de terrain. Quand cela nous tienne, nous allons nous efforcer, sur la base de tout ce que nous avons entendu et sur la base de notre expérience et des échanges qu'on a eus, essayer de dépeindre un tout petit peu le cadre institutionnel de la lutte contre la pauvreté et quels sont les points que nous estimons être les points d'amélioration, dont certains ont été clairement épinglés par les précédents intervenants. Je dois, en préambule, souligner que la lutte contre la corruption, pour moi, prend de la valeur ou de l'importance lorsque on voit les objectifs que les nations du monde se sont dotées, que sont les objectifs de réduire la pauvreté, les inégalités et l'impact négatif sur l'environnement dans un horizon de 2030, à l'horizon 2030. Notre pays, la RDC, a souscrit aussi à ces objectifs et pleinement dedans en train d'essayer de réaliser ce chemin tracé par les Nations Unies. Alors, sur le plan international, le constat qui a été fait, c'est que ces objectifs nobles qui décident du développement durable du monde sont contrariés principalement par la question de corruption. D'où l'importance du sujet sur la corruption que nous abordons aujourd'hui. Alors, pour adresser cette question, les Nations Unies ont défini la Convention des Nations Unies, qu'on appelle la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, à laquelle la RDC a aussi adhéré. Alors, cette convention est un cadre global compréhensif autour duquel on estime que les différents pays, les différents acteurs devraient articuler leurs actions de lutte. La RDC a ratifié cette convention et c'est comme cela qu'on a une stratégie de lutte contre la corruption qui s'inspire principalement des prescrits de cette convention-là. Donc, la réalisation efficace de cette lutte dépend du succès que chaque pays, de manière individuelle, aura à réaliser, à adopter cette convention à travers un arsenal légal, réglementaire, au niveau de chaque pays. Les pays africains, plusieurs l'ont adopté, mais le constat qui est fait à ce jour, c'est que pour plusieurs pays, ça reste au niveau des slogans, au niveau de la volonté exprimée. Comme on le verra aussi pour la RDC, nous avons commencé la mise en application, mais nous sommes en train d'appliquer une convention, une stratégie, mais nous avons les lois essentielles qui font encore défaut, sur lesquelles nous devons encore travailler. Puisque je parle de la RDC, quel est l'état d'application au niveau de la RDC? Je voulais revenir sur ce que disait notre intervenant de la PLC, ce que, au niveau de Top et de Tone, il y a une volonté réelle qui a été perçue et j'aime bien
rappeler cette introduction qui est dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, où le chef de l'État est clairement en train de dire ceci, entre guillemets, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes qui lui sont voisins. Donc, nous considérons qu'il y a bien une volonté au sommet de l'État à lutter contre la corruption. Lorsqu'il y a une telle volonté, nous pensons que les échelons qui suivent ne peuvent que suivre le ton qui est donné au niveau. Alors, quel est l'état de la lutte au niveau de la RDC? La RDC s'est dotée de la stratégie, mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent, dont les principaux sont ici. Peut-être qu'on aurait bien voulu dans ce panel avoir aussi la CNRF, qui est aussi un des acteurs clés. La lecture que nous faisons du cadre institutionnel, c'est que nous n'avons pas à ce jour un cadre cohérent, réglementaire, législatif et réglementaire de lutte. Nous avons bien sûr une stratégie, mais sur le plan légal, les textes sont assez épars, ne fût-ce que même pour définir la notion de corruption, il faut aller prendre des dispositions ça et là pour constituer plus ou moins et comprendre de quoi nous parlons. Il faut aussi noter que parmi les acteurs, il y a la Cour des comptes, que nous saluons, l'Inspection générale des finances, la CNRF. Ce sont des acteurs de notoriété publique, puisque lorsque vous suivez l'information, ce sont les organes qui apparaissent clairement. Mais les acteurs importants, que sont l'APLC et l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, qui sont pourtant des acteurs aussi importants dans la définition de la stratégie, sont très peu connus du public. De manière globale, le constat qui est fait dans l'application, dans la lutte, c'est que plusieurs de ces acteurs favorisent plutôt une approche répressive, alors que pour une lutte efficace, on devrait plutôt procéder par une approche préventive. Je suis heureux de constater que l'APLC a mentionné quelques sujets importants d'activités de prévention, mais qui restent quand même très peu connus de la vaste majorité du public. Alors, les luttes contre la corruption telle qu'elle est menée ici, elle est menée en vase clos. Pour revenir à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, à travers la reformulation qui a été faite par le Global Compact, au niveau de son principe 10, il a été reconnu clairement que le monde des affaires devrait être aussi un acteur clé dans cette lutte. Donc, il est recommandé que le monde des affaires puisse aussi lutter avec acharnement, pour récupérer les mots du chef de l'État, dans la lutte contre la corruption. Mais quel est le positionnement du monde des affaires, donc du secteur public, par rapport à cette lutte dans notre pays? Je veux prendre juste le cas de la grande organisation professionnelle que la Fédération des entreprises du Congo. Quelle est sa vision, quelle est sa perception de la lutte? La Fédération des entreprises du Congo a mis en place un code d'éthique. Il y a ce qu'on appelle le COLUB, on en a parlé. Il y a aussi les adoptions de tous les instruments régionaux de lutte, notamment les instruments de COMESA. La Fédération des entreprises du Congo estime qu'il existe plusieurs pesanteurs qui l'empêchent de lutter efficacement pour répondre au principe 10. Parmi ces limitations, il y a le cadre légal qui n'est pas très clair pour définir la corruption ou les actes de corruption. Il y a le régime fiscal qui est très lourd. Il y a
la question de l'administration de la justice. Pour parler de régime fiscal, je suis désolé de constater que les impôts reviennent encore. La Fédération démocratique du Congo estime qu'on a un régime fiscal confiscatoire, il y a une superposition des prélèvements, il y a une procédure contentieuse contraignante, il y a des pénalités non déductibles. Pour parler des pénalités non déductibles, c'est vrai que c'est une reproche qui est faite, mais c'est aussi une recommandation des Nations Unies que pour décourager la corruption, les pénalités issues de redressements fiscaux ne devraient pas être déductibles. Au niveau de la justice, on épingle le cas des recouvrements simplifiés, des procédures de recouvrement simplifiés, plusieurs cas en justice maintenant sur des créances inexistantes qui subissent le recouvrement judiciaire. Il y a aussi le régime des aviseurs qu'il faut encadrer. Donc, pour chuter, nous notons que la RDC est engagée dans la lutte contre la corruption en mettant en place plusieurs instruments qui travaillent en vase clos et que de l'autre côté, les autres acteurs tels que le monde privé aussi travaillent sur leur perception de cette lutte. En vue d'une lutte, pour favoriser une lutte efficace, nous allons chuter en faisant quelques recommandations. Il faut renforcer les dispositifs légaux, donc les travaux de finalisation de la loi contre la corruption sont primordiaux pour essayer d'encadrer de manière efficace cette lutte. Deuxièmement, nous pensons qu'il est important, dans ce processus d'élaboration de cette loi, qu'on puisse intégrer tous les acteurs clés. Donc, non seulement les acteurs du secteur public, mais la société civile, les entreprises, mais aussi l'organisation comme l'ordre des experts comptables qui sont confrontés chaque jour à détecter des actes de corruption. Et troisième chose que je voulais laisser à la réflexion des experts aussi, c'est que dans les politiques qui seront mises en place, qu'on n'oublie pas de travailler encore sur les voies alternatives qui consistent à réduire les incitations ou les éléments incitatifs de la corruption. Je citerai tout simplement le cas dans ce pays de la forte circulation des liquidités, qui est un élément qui ne favorise pas la transparence et qui est un élément d'incitation de la corruption. Je vous remercie. Merci beaucoup.